Bonjour Monsieur Camara. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Il y a de cela quelques semaines, vous étiez en zone rurale et vous avez fait beaucoup de constats, on a vu dans les vidéos, le changement climatique, le changement de l'environnement. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre inquiétude par rapport à ça? Très bien. Encore une fois, bonjour aux personnes qui nous suivent, aux personnes qui nous accompagnent, aux personnes qui croient un peu à ce qu'on fait. Alors, depuis voilà, quelques temps, et j'essaye avec l'équipe, on essaye d'attirer un peu l'attention des pouvoirs publics sur le phénomène des changements climatiques. Vous savez, aujourd'hui, la gestion de l'eau, elle est transversale. Elle est transversale dans la mesure où ça concerne plusieurs départements, à la fois le département de la santé, à la fois le département de l'environnement, le ministère des mines, l'environnement et les eaux et forêts, le ministère des mines, et quel autre département aussi, de l'industrie. Donc, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les unités d'enchâssage d'eau relèvent du ministère des Industries, même si quelque part le ministère de la Santé a obligation d'évaluer la qualité de cette eau mise à la disposition de la population. Le ministère de l'Environnement doit s'inquiéter avec la démultiplication des forages dans le pays. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et faire un forage. Et quand vous partez en zone rurale, la plupart des cours d'eau qui sont là ont presque pratiquement tari. On ne voit pas le phénomène. C'est un peu ça. Vous voyez l'Australie. L'Australie, c'est les dirigeants ont été plusieurs fois climato-sceptiques. À chaque fois qu'on parle de changement climatique, voilà, ils disaient non, écoutez, ce sont des histoires. Mais on a vu tout récemment ce qui s'est passé en Australie. Donc nous ne sommes pas à l'abri. C'est bien vrai que l'Afrique est moins pollueur, mais les conséquences de la pollution émanant des autres pays vont nous frapper à plein fouet. C'est à cause de ça que nous recommandons aujourd'hui aux gens de continuer à utiliser de l'eau de surface. Il faut arrêter de pomper la nappe phréatique. La plupart des zones rurales aujourd'hui, la solution qu'on trouve pour apporter de l'eau de qualité aux gens, ce sont les forages. Et à Conakry, on en a en quantité. Et ces forages sont construits sans pratiquement les règles de l'art. Il y a plusieurs sociétés aujourd'hui qui existent dans le pays. Voilà, ils ont leur règlement. Mais est-ce que le ministère de l'Environnement, est-ce que le ministère de la Santé, est-ce que celui de l'Industrie veille aux travaux effectués par ces entreprises sur le terrain? Donc, nous sommes en train de travailler avec plusieurs partenaires pour voir un peu comment on peut diffuser l'approche d'utilisation de l'eau de surface. C'est pour cela, nous, notre travail, les gens pensent directement que c'est l'amélioration de la qualité de l'eau. Non. Quand vous prenez le dernier rapport du ministère de la Coopération, il est dit que 700 000 ménages en Guinée utilisent jusqu'à présent la méthode d'ébullition pour améliorer la qualité de l'eau. 700 000 ménages utilisent la méthode d'ébullition pour améliorer la qualité de l'eau. Ça veut dire que les 700 000, ils vont couper du bois. Et quand ils coupent du bois, ils viennent chauffer, ils font bouillir de l'eau. Parce que ces communautés n'ont pas accès aux produits de traitement de l'eau. Nous, notre rôle, nous sommes une structure, une ONG. Notre rôle, c'est la sensibilisation, le changement de comportement, l'éducation pour les bonnes pratiques. Mais si nous ne sommes pas accompagnés, on ne peut pas aller partout. Les produits qui sont mis à disposition des communautés, ce n'est pas des produits, c'est pas comme du pain, c'est pas comme de la mayonnaise, non. Je n'ai vu personne aller acheter une boîte de lait et que par la suite, le commerçant revienne vers toi pour te demander, voilà, qu'en est-il, qu'est-ce que tu as remarqué, est-ce que le lait ça va ou ça ne va pas. Si tu payes, c'est voilà, un échange.
fric, produit, c'est tout, point. Alors que chez nous, on amène les gens, c'est du marketing social, c'est des produits de santé, on amène les gens à changer de comportement, on les éduque. Donc quand vous faites la part des choses, les coûts liés au changement de comportement, les coûts liés au marketing social, à la communication, à la formation, à la sensibilisation sur le terrain, sont 10 fois supérieurs au coût des produits. Nous partons dans un village où il y a 500 ménages. 500 ménages, ça fait pratiquement 500 flacons. Ces 500 flacons, ça vous fait 500 000. 500 000 francs. Vous quittez ici pour aller dans un village de Ramanyaki pour aller sensibiliser 500 ménages. Le carburant, ça vous fait pratiquement 2,5 millions à l'aller au retour. Alors que vous partez pour que ces gens-là puissent utiliser des solutions de chlore, du sirop pour améliorer la qualité de l'eau, respecter les règles d'hygiène. Mais les gens ne voient que le produit que vous mettez à disposition. On n'inclut pas l'effort humain, la sensibilisation, l'éducation qu'on apporte à ces ménages. Donc s'il y a 600 000 ménages qui utilisent l'eau de surface, l'eau de surface pour couper du bois, on suppose que si ces gens ont des solutions de sirop à domicile, ils vont arrêter de couper du bois, ce qui va être de facto un avantage pour l'environnement. Voici, voici aujourd'hui une activité que nous menons, mais qui n'apparaît pas pratiquement dans nos interventions. Les gens ne prêtent pas attention. Donc, dans ces zones rurales, il faut que quelqu'un accompagne le processus de changement de comportement. Ça, c'est le rôle des pouvoirs publics, ça, c'est le rôle de la société civile. Mais nous-mêmes, nous sommes obligés de produire, nous sommes obligés d'aller faire du lobbying, nous sommes obligés d'associer des partenaires étatiques et d'autres partenaires sur le terrain, nous sommes obligés d'aller dans les confins, dans les villages, sensibiliser les gens qui ont des vieilles habitudes. Le climat est en train vraiment de changer. Ça, c'est vrai, c'est une évidence. Hein? C'est une évidence. Quand vous voyez qu'on a pris aujourd'hui, parfois, comme à cette période, il y a une chaleur étouffante, alors que nous sommes au mois de février, presque janvier, fin janvier. Partout, il fait un peu frais. Mais chez nous, tantôt c'est de la fraîcheur, la nuit, à 2 h du matin ou 3 h, et après le matin, tu te réveilles, il y a une chaleur qui t'étouffe. Ça, c'est dû à l'évaluation, l'action de l'homme sur l'environnement. Mais nous avons banalisé tout ça. Nous sommes en train de banaliser tout ça. Qu'est-ce que nous allons pratiquement laisser aux futures générations? Bon, il faut que les gens prennent conscience que le changement climatique est une réalité. Et notre approche apporte aussi des solutions. Nous apportons des solutions par rapport à ça. J'ai vu des villages aujourd'hui où si la file d'attente c'est au niveau des fourrages, la file d'attente c'est au niveau des bonnes fontaines de la Sègue, mais il y a des villages aujourd'hui où la file d'attente se fait au niveau pratiquement des rivières. Tellement que ces rivières ont tari, les gens sont obligés de faire une file d'attente pour venir recueillir de l'eau afin de la consommer. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le rôle des politiques. Nous accompagnons les efforts du gouvernement. C'est à elle de comprendre, de sensibiliser, de continuer aussi à éduquer sa population. Voilà, le climat il change, hein? Ça c'est vrai. On a fait une vidéo en 2019 dans la zone de Sigurine, dans la zone de Cancan, où on expliquait que ces localités feront face à des crises d'eau dans les 15 prochaines années. Mais ça a attiré l'attention de qui? Personne. À Conakry, aujourd'hui, vous avez plus de 2000 forages. Vous avez 2 appartements qui sont contigus. Chacun d'eux a son forage. Mais c'est comme, pratiquement, si vous voulez, c'est comme une pirogue sur la mer. Vous avez une pointe, vous percez. Vous avez l'autre aussi a une pointe, vous percez. Mais l'eau va monter, finalement, ça va s'affaisser. Allez vers Kamsar aujourd'hui, il y a des îles. Moi, en 2009, 2012, 2014, il y a des îles vers Kamsar et Kabak où je suis allé. Mais l'eau n'était pas montée à un certain niveau.
Mais chaque année, les populations qui sont sur les îles sont obligées de revenir un peu vers le centre parce qu'il y a la montée d'eau. Et un moment viendra, ces gens seront obligés de quitter ces îles parce que ces îles seront submergées. Les glaciers sont en train de fondre ailleurs. Et le niveau de la mer, ça augmente. C'est comme ceux qui sont en train de construire pratiquement au bord de la mer à Conakry. La mer, vous récupérez 1 mètre carré, peu importe le temps, elle va revenir vers vous pour vous dire cette surface ne vous appartient pas, c'est la mienne. Elle va récupérer son dû. Vous mettez des déchets dans la mer, des ordures dans la mer, un corps dans la mer, elle va emporter. Le soir, le lendemain matin, elle va aller déverser sur notre île. Ou même, au pire des cas, elle vous renvoie ce que vous avez mis, parce que ça ne l'appartient pas. Les gens doivent comprendre que si vous mettez des ordures dans la mer qui vous renvoient ça ici, ou renvoient ça à Forécaria, au large de Bofa, ça veut dire que si vous récupérez 2 mètres carrés, vous faites des remblais, forcément un jour, la mer va s'élever. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de travailler en zone rurale, afin d'amener les gens à utiliser l'eau de surface. Il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait une réglementation au niveau de ces histoires de forage. Il n'y a pas de réglementation. Il n'y en a pas. Toute société aujourd'hui qui vous fait un forage ne vous apporte pas une analyse physico-chimique et biologique de l'eau. Non. On fait le forage, on atteint la nappe phréatique, c'est de l'eau claire, basta, c'est fini. Vous payez la facture et c'est terminé. Cette eau, elle est composée de quoi? Quels sont les métaux qui sont dedans? Non. On voit beaucoup plus l'effet bactériologique, mais l'effet physico-chimique, les gens ne prêtent pas attention. Alors que ça, c'est un danger à long terme. Voilà pratiquement un peu la situation qui se passe en zone rurale. C'est écœurant, c'est lamentable. Et de savoir que nous passons tout notre temps à raconter, à faire. Voilà. On passe beaucoup de temps sur tout ce qui est politique, qui ne servent pratiquement à rien du tout. Alors que les éléments essentiels de la vie, les éléments essentiels qui peuvent nous maintenir sur cette terre sont mis de côté. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que les gens se réveillent. C'est triste, mon frère. Allez dans zone rurale, constatez ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cadre, non. Il y a des cadres. Tous les responsables au niveau environnement aujourd'hui dans cette préfecture sont des cadres de Sékou Touré. Ils ont un niveau, mais ils n'ont pas. Les politiques sont là, mais il n'y a pas de moyens qui sont mis à leur disposition pour appliquer la politique. Ou même si ils ont la bonne foi d'appliquer ces politiques, c'est un coup de fil qui tombe du haut lieu pour dire non, ce n'est pas la peine, laissez tomber. À cause d'un intérêt égoïste, à cause d'un intérêt de 100 000 $, un intérêt de 50 000 $, les gens sont prêts à hypothéquer l'avenir de 50 000 ou de 60 000 personnes. Parce que tout de suite, les 100 000 $, on le bouffe. Mais les conséquences après. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire sur les questions de changement climatique. D'accord, merci M. Camara. Il y a un autre élément qui est très essentiel, ça a fait l'écho durant la semaine passée, c'est l'espace de coworking gratuit que vous avez ouvert ici à Tenkizu. Quelles sont vos motivations? À mon avis, peut-être appeler ça comme un espace de coworking, appeler ça comme un open space, appeler ça comme, ça des guillemets, hein, on dit coworking, en anglais, pour moi, ça m'est égal, trouver le nom que vous voulez, mais en fait, j'ai toujours dit que les jeunes ont besoin d'opportunités. Ils ont besoin d'opportunités. Les forums, les séminaires, les formations qu'on entretient tous les jours, forum de l'entrepreneuriat, semaine de l'entrepreneuriat, journée de ceci, c'est beau, c'est bon, c'est bien. Mais on perd énormément de temps
au niveau des littératures. On perd beaucoup de temps. Les jeunes ont besoin d'opportunités. Je rencontre beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire quelque chose, qui veulent apporter leur contribution au développement du pays, mais qui malheureusement n'ont pas l'espace suffisant, n'ont pas ce moyen pour prouver ce dont ils sont capables. Et nos aînés qui sont là nous ont appris que pour exister, il faut développer son ego. Malheureusement, la jeunesse suit ses pas. Vous vous rendez compte qu'un jeune entrepreneur, aujourd'hui, est capable d'aller prendre un bureau à Dixine, qu'il paye à 2 millions, qu'il paye à 4 millions, alors qu'il n'a même pas encore son produit Market Fit. Il commence à dépenser, alors qu'il n'est pas rentable. Donc, à mon avis, il est important de trouver un espace pour ces jeunes. Le développement, ce n'est pas que... Il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État, normalement, doit jouer le rôle d'arbitre, doit créer un climat qui permet aux entrepreneurs d'évoluer dans un espace sain. Mais quand on voit un peu le contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer, il est difficile pour les entreprises de faire énormément de chiffre d'affaires, mais même s'ils le font, il n'est pas constant. Donc du coup, moi je me suis dit, à travers l'approche de bénévolat qu'on a mis en place l'année passée, j'ai découvert beaucoup de talents. J'ai découvert beaucoup de talents. J'ai découvert qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont quelque chose dans le ventre. Et je me suis dit, bah écoute, il faut trouver un espace, il faut les aider. Comme on a un peu d'espace ici à l'interne, j'ai discuté avec le conseil d'administration qui m'a donné son feu vert. Ils vont venir, c'est des entrepreneurs, ils vont venir, on va essayer de trouver cet espace. Ce ne sera pas un espace fixe pour Paul ou pour Pierre, non. C'est un espace peut-être qui peut prendre 30 à 50 personnes. Ils vont venir travailler dans un climat paisible, et une autre façon de voir les choses. Mais l'élément le plus important dans l'approche, c'est que aujourd'hui, ces jeunes, ils vont travailler, même si ils sont détenus dans un cadre formel entrepreneurial par l'État qui les accompagne ou qui les inculque, le suivi n'est pas régulier. Donc quand ces jeunes viennent ici à Tinkisso, ils vont travailler, s'ils ont des projets, déjà tout le personnel sera mis à profit pour apporter de l'aide si cela s'avère nécessaire. Si ces entreprises sont là, nous on a un modèle hybride. Déjà, on a intégré l'entrepreneuriat, donc tout ce qui concerne le business, c'est-à-dire le marketing, la communication, la recherche clientèle, voilà, le suivi et l'évaluation. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces différents volets. On va essayer de les accompagner. Par exemple, si tu viens, tu as ton entreprise, on te dira, attends, qu'est-ce que tu as comme bagage dans le cadre du marketing, qu'est-ce que tu as comme bagage dans le cadre de la communication. Le peu qu'on a, on mettra ça à ta disposition pour te permettre d'aller de l'avant. Et si ce jeune, par exemple, même s'il est là, il a son business, il a son entreprise qui fleurit, il peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il travaille. C'est le temps pour lui d'être stable, plus ou moins, avant d'aller chercher un bureau. Et nous allons les aider à se regrouper. Parce que je disais tout à l'heure au départ que nos aînés ont développé l'ego. Ça veut dire que des jeunes sont capables d'aller prendre un bureau à 2 millions, un seul entrepreneur,
alors qu'ils peuvent s'associer et travailler à un espace de coworking. 5 ou 6 entreprises peuvent prendre un bureau à 4 millions. Chacun pourra dépenser peut-être 500 000. Ils vont se partager des espaces. Mais cette folie de grandeur pour dire voilà, je suis le directeur général, je suis le DG, parfois même j'entends je suis le CO, parfois je suis ceci ou cela. Il y a peu d'entrepreneurs en Guinée. Il y en a, mais la plupart des jeunes aujourd'hui qui travaillent, ce sont des entrepreneurs. C'est des gens dont l'État n'a pas pu employer, ils se sont trouvés eux-mêmes de l'emploi. Être un vrai entrepreneur, ça demande du travail. Il te faut au moins dépasser le cap des 5 ans pour parler, voilà, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise. Mais on ne se lève pas à 8 heures. Tu as ton SCCM et tu as ton quitus fiscal dans ton sac, tu te promènes de bureau à bureau et quand on te demande, tu dis oui, bah oui, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, l'entrepreneuriat, ça s'est construit, c'est dans le temps. C'est dans le temps, ce n'est pas voilà, ce qu'on nous vend, cette poudre. Les politiques ont trouvé cela, voilà, ils ont trouvé que ça les désengage un peu. Donc ils accompagnent le processus. Ah, on a vu dans les médias où on parlait de plus de 5000 ou 2000 entreprises créées dans l'espace de 2019. Ben oui, mais la question qui se pose, ils sont partis, ils ont créé, ils ont été immatriculés, mais est-ce que toutes ces entreprises aujourd'hui fonctionnent? Donc l'espace de coworking ici, c'est un peu ça. On va mettre notre expertise à la disposition de ces jeunes, c'est gratuit. C'est gratuit, on va essayer de les accompagner. Et les meubles qui sont là, c'est nous-mêmes qui avons dépensé. Pour la petite histoire, il y a une dame qui est basée en France, quand elle a vu cette initiative, elle m'a appelé. Elle me dit, écoute monsieur, ça fait un bon bout de temps que je te suis. Et merci pour cette initiative, c'est une première. Alors, j'ai du mobilier, j'ai des meubles qui sont chez moi à la maison. Franchement, va les récupérer, plus 2 ordinateurs. Ça va aider beaucoup de jeunes. J'étais soulagé, je me suis dit, voilà, il y a des gens qui ont envie d'apporter quelque chose à ce pays, mais ils veulent trouver la bonne personne. Je ne dis pas que nous sommes la bonne personne, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Et c'est le même appel aussi qu'on lance. Il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent améliorer ce cadre de travail ici, ou dans les bureaux, qui peuvent offrir des mobiliers, qui peuvent offrir une imprimante, qui peuvent offrir quoi que ce soit. Bah, ils peuvent l'offrir. On a peu de moyens pour contenir tout ça. C'est de l'humanité. Tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, chacun dit ce qu'il veut, chacun a son point de vue sur chaque sujet. C'est parce que les gens ne travaillent pas. Ceux qui travaillent, en réalité, de 8h à 17h, n'ont pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est le soir, ils ont le temps. Et même quand tu travailles, à des moments donnés, entre griffes ou guillemets, il y a ces positions que tu as du mal à adopter parce que tu mets un peu à mal ton entreprise face à l'État, qui parfois peut ne pas être juste envers son peuple. Donc tu te dis, si je ne fais pas attention, je risque de perdre beaucoup de contrats. Ça, c'est quand tu travailles. Mais si tu n'as rien à perdre, qu'est-ce que tu veux? Tu racontes n'importe quoi. Voilà, donc ça fait que les gens, parfois, même s'ils ont des positions, mais ce sont des positions à l'interne. Je dis souvent à des amis qui sont là qu'il y a une grande majorité silencieuse qui n'approuve pas réellement tout ce qui se passe, mais ce n'est pas qu'ils sont lâches, non, qui n'ont pas envie de parler, mais autant ils n'ont rien à perdre, les autres, ils ont quelque chose à perdre. Donc ils sont obligés parfois de faire profil bas. On sait qu'il y a une injustice, mais qu'est-ce que vous voulez? Les dirigeants sont tous à l'image du peuple. Donc le problème, c'est nous. Si le problème, c'est nous, il faut que nous trouvions des solutions. Et c'est à travers des petits actes, des gestes, des opportunités qu'on offre à cette jeunesse. Donc ils viendront, on va les aider. On va les encadrer. S'ils ont besoin de nous, hein. Mais s'ils n'ont pas besoin de nous, s'ils ont juste envie de travailler, tant mieux. S'ils ont des réunions, ils viendront tenir des réunions ici, il n'y a pas de problème. S'ils ont des activités de marketing social, de promotion, on a toute la chaîne, on a une chaîne, voilà,
promotionnels ici, des haut-parleurs, de tout ce qui rentre dans le cadre de fêtes ou d'activités, on mettra à leur disposition. Si nous avons des activités en zone rurale et qu'ils ont envie d'aller expérimenter des process, ils ont envie d'aller tester leurs produits, bah, ils iront avec les équipes qui vont en zone rurale pour 2 ou 3 jours, après ils vont revenir. Et personnellement, on fera appel aussi à des spécialistes, à des amis. J'ai des amis aujourd'hui qui ont envie d'aider cette jeunesse. Vous pensez que c'est nous seulement qui avons envie d'aider ces jeunes-là? Non. Ce n'est pas que nous. Il y a des gens qui veulent aujourd'hui apporter de l'aide, apporter leur contribution, leur expertise à cette jeunesse. Mais à condition qu'elles ne soient pas éparpillées. S'ils sont regroupés quelque part, il y a des journées de motivation, comme des journées de motivation d'aide. Ces jeunes peuvent, ces personnes, ces amis viendront, ils vont rester avec moi ici à Kinguisson. On va organiser ces discussions. Et les jeunes peuvent poser leurs questions, les difficultés qu'ils ont. Ça, c'est au cas par cas. On ne partira pas, si vous voulez, d'un contexte global. Mais nous allons spécifier, pour chaque cas spécifique, s'il y a des problèmes, on trouve des personnes qui peuvent apporter des solutions à ces problèmes. Pratiquement, et dans le domaine entrepreneurial ou dans le domaine social. Et l'autre côté aujourd'hui, c'est que le conflit entre les générations, on va essayer de mettre en place un espace de discussion entre jeunes afin qu'ils donnent leur point de vue sur le développement du pays. Le pays les appartient, on dit qu'ils sont majoritaires en termes de population, mais il faut trouver un espace sain, un espace qui n'est pas politique, un espace où les jeunes s'expriment. Plusieurs jeunes entrepreneurs qui se retrouvent ici, parfois on se rendra compte que 5 ou 6 personnes sont sur le même volet, sont sur la même dynamique, sont sur le même projet, ont les mêmes idées. Mais pourquoi ne pas les aider à travailler ensemble? C'est un peu l'objectif. Il faut aider les gens à travailler ensemble. Quand on se donne les mains, on va très loin et plus vite. Mais quand on va seul, on peut aller aussi vite, mais la sécurité, elle est relative. Je préfère, souvent je dis à mes amis, je dis aux jeunes, quand vous vous associez dans le cadre entrepreneurial, s'il y a un échec, s'il y a une perte, ça fait moins mal parce que chacun de vous récupère une partie de la perte. Vous investissez ensemble 10 millions, 5 personnes, ou 5 millions, chacun de vous récupérera 1 million de perte. Mais si tu es le seul qui a investi 10 millions ou 5 millions, là, parfois ça pose des problèmes avant que tu ne puisses te relever. Donc voilà, je lance un appel aux personnes de bonne volonté qui peuvent accompagner une initiative. On n'est pas fermé. On ne le fait pas pour se donner une certaine, si vous voulez, on ne se donne pas un statut social, c'est pour aider les gens. C'est pour aider ces jeunes. Quand vous partez au restaurant, au bureau, ils sont là en longueur de journée, ils travaillent. Il faut les aider à mieux structurer leurs projets. Parfois, tu rencontres des entrepreneurs, eux, ils sont sur Mars, leur projet se trouve sur Saturne. Voilà un peu. Mais ça demande. Nous, on a... Vous savez, je dis souvent, la plupart de ces forums-là, ces forums entrepreneuriales ou des modèles de réussite qu'on nous montre, moi personnellement, parfois les médias ou des personnes qui organisent ces genres de rencontres, on me demande, Boubacar, est-ce que tu peux venir nous parler un peu de toi? Je dis souvent non. Je dis, moi j'aime beaucoup parler de mes échecs. Parce que lorsqu'on vient s'asseoir devant les gens, on explique un peu tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. C'est un film en fait. C'est un film hollywoodien où tu es le seul acteur. C'est toi qui as tué tous les bandits. Et aujourd'hui, tu es l'homme de la situation. Alors que le déclic est parti peut-être de l'alphabet, le déclic est parti de quelqu'un qui est dans l'homme, mais qu'on ne voit pas. Donc je préfère parler de mes échecs et dire aux jeunes, voilà. Parce que dès qu'on parle de nos prouesses, dès qu'on parle de nous, on parle de ce qu'on a pu faire de bon, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Eux, quand ils commencent, moins de pépins, moins de difficultés, ils abandonnent.
Mais si on leur explique nos difficultés, ils vont comprendre que la réussite, ça prend du temps. Il faut mettre son cœur et de l'amour dans ce qu'on fait. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Un diplôme à 10 ans et un diplôme à 5 ans dans le même institut, il n'y a aucune différence. Un jeune qui a étudié à la Sorbonne à 26 ans, qui a eu un doctorat en philosophie, et le monsieur qui est parti à 72 ans, qui a eu son doctorat, il est docteur en philosophie de l'université de Sorbonne, et le jeune est docteur. Il n'y a aucune différence. Donc parfois, il faut qu'on explique aux jeunes les difficultés qu'on a eues, nos échecs. Est-ce qui peut leur motiver? Ils vont croire, oui, effectivement, le chemin, il est long, il ne faut pas qu'on baisse le rideau. Donc, cet espace permettra, c'est un espace de dialogue, un espace de discussion. Toutes ces personnes parfois qui sont difficiles d'accès, dont on parle qui sont difficiles d'accès, je vais essayer de les rencontrer pour leur dire, venez apporter voilà, votre expertise à ces jeunes. Ils veulent le faire. Ils veulent le faire, sauf que malheureusement, aujourd'hui, toutes ces rencontres sont politisées. Derrière chaque rencontre, chaque formation entrepreneuriale, derrière chaque forum ici, il y a entre guillemets de la politique derrière. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Qu'on accepte d'aller vers les opportunités que de faire asseoir les gens et leur parler de nous. C'est bien, on va parler de nous, mais parlons de nos problèmes, parlons de nos échecs. On a longtemps ici à en parler de nos prouesses. Ça n'a pas changé. Mais si on inversait un peu la tendance, peut-être ça permettra aux gens de se fixer un cap sur l'horizon temps. En se disant, oui, je m'engage dans ce projet, mais peut-être il me faut 5 ans, ou 2 ans, ou 3 ans avant d'aboutir. Ça veut dire que toute personne qui voudra m'accompagner dans le processus est obligée voilà, de se dire, voilà, les bénéfices à partir de la 4e année. Psychologiquement, le cerveau, c'est un dispositif, c'est un logiciel, il est préparé. Le cerveau n'a pas de limite. Hein? Le cerveau n'a aucune limite. Là où tu te limites, c'est là où il s'arrête. C'est tout. C'est un microprocesseur, là où c'est comme un ordinateur. Tu as un ordinateur, tu as des milliers de fonctions dedans. Quand tu ne maîtrises que Excel, c'est sur ça que tu vas travailler. Mais si tu cherches, tu fouilles, tu te vas autre chose. C'est la même chose au niveau du cerveau. Ça n'a aucune limite. Donc, pour ne pas être long, c'est un peu ce qui nous motive. La motivation, franchement, c'est d'aider. Et s'il y a des gens qui peuvent aussi accompagner le processus, tabarakala, ils sont les bienvenus. On se déplace là. Cette dame, elle nous a remis 12 chaises, elle nous a remis 2 ordinateurs, elle nous a remis des mobiliers. Nous avons nettoyé hier et qu'on va replacer là. Même cette salle dans laquelle nous sommes, ce sera un espace de travail. Ça coûte quoi? Rien. Qu'il soit là ou pas, nous existons ici. C'est comme si je me déplace pour aller à Kindia. Je parle avec mon chauffeur. Mais si je trouve des personnes de bonne volonté qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui veulent aller à Kindia, si ce n'est pas des Diallo ou des Baldé ou des Silla qui sont des voleurs, ben je peux les remorquer. De toutes les façons, qu'ils partent avec moi ou pas, je vais consommer le même carburant. Donc pourquoi ne pas les remorquer et puis les déposer à Kindia? Il n'y a que 2 choses qui appartiennent à l'être humain. C'est ce que tu manges et ce que tu donnes aux gens. Tout le reste, tu vas laisser derrière toi. 2 choses seulement qui nous appartiennent. C'est que je te donne. Quand je meurs, tu diras, oui, des souvenirs, si tu as bonne mémoire, oui, Aboubacar, il a fait ça pour moi. Ce que je mange, c'est pour mon corps. Personne ne peut me l'enlever. Mais tout le reste, la nature va s'en charger. Voilà. Merci, M. Kamara. Merci beaucoup.